Nous poursuivons notre enquête à Beyrouth, dans la capitale libanaise. C'est ici que Carlos Ghosn a trouvé refuge après son évasion rocambolesque du Japon. Le magnat de l'industrie automobile, accusé de malversation et de détournement de fonds, a fui Osaka le 30 décembre 2019. Il est désormais le fugitif le plus célèbre de la planète et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Nous l'avons rencontré pour l'interroger sur son expérience du système judiciaire japonais. C'était le 11 janvier 2020, 12 jours à peine après son évasion. L'ex-PDG est protégé comme un chef d'État. À notre arrivée au lieu de rendez-vous, nous sommes accueillis par des vigiles, avant d'être fouillés par ses gardes du corps. Aujourd'hui, le patron déchu de Renault Nissan Mitsubishi veut livrer sa part de vérité sur son expérience japonaise. Non, mais il y a un côté très agréable du Japon, très civilisé. Mais en dessous, il y a un machin noir, là. Hein, quand vous tombez dessus, il y a un dark side du Japon qui est absolument... S'il semble en avoir gros sur le cœur, Carlos Ghosn est aussi amusé par les jeux vidéo créés à son effigie. Le héros s'appelle l'Oscar Ghosn. Il gère 3 entreprises. Bishi pour Mitsubishi. Alors bon, c'est très marrant d'ailleurs, mais c'est devenu une histoire populaire, très populaire, mondiale d'ailleurs. Vous ouvrez une chaîne de télévision, il vous parle des mal, de la mesure, il regarde combien de temps ça a pris pour sortir de la maison, aller à la gare. Enfin, je dirais, c'est devenu une sorte d'amusement national, quoi. Nous rencontrons un homme détendu, mais déterminé. Je vous sens combatif. Bah, écoutez, ça fait 14 mois que j'étais dans l'étouffoir, et donc... pour moi, être au Liban, c'est être libre de parler, de donner ma version des faits, et puis surtout de répondre à toutes les attaques que j'ai subies au Japon, mais pas qu'au Japon. Alors revenons à cette époque, à ce moment où vous êtes descendu de ce jet, arrivant à Tokyo, et où le ciel vous est tombé sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au pied de la passerelle? Même pas. Non, il y a eu un show où ils ont montré, ça je le suis après, à l'ensemble du monde, l'avion qui atterrit, des procureurs qui rentrent, des volets qui tombent. En fait, j'étais pas dans l'avion. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis descendu de l'avion. Il fallait passer au contrôle des passeports. Enfin, ça prenait en général 30 secondes. Et c'est là où le gars me dit, il y a quelque chose dans votre passeport. Il me dit, est-ce que vous pouvez nous accompagner? On a un petit problème. J'ai dit, OK. Donc, je l'accompagne. Et c'est là où je tombe sur le procureur, monsieur Seki, qui me dit, voilà, j'ai des questions à vous poser. J'ai dit, OK, bon. J'ai dit, écoutez, je suis navré, mais ma fille m'attend, est-ce que je peux lui passer un coup de téléphone? Il m'a dit, non, vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone. Comme ça, tout de suite. Et d'ailleurs, veuillez nous accompagner. Et donc, c'est parti comme ça. Hein. Ça devait être 5h de l'après-midi quand j'ai atterri. À 9h du soir, j'étais au centre de détention. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Là, vous êtes sidéré, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est le choc absolu. Moi, je n'ai compris que le lendemain, quand l'ambassadeur de France est venu me rendre visite au centre de détention et qu'il me dit il y a eu une conférence de presse de Saikawa, le patron de Nissan au Japon, à charge. Et la procédure, elle a été prise en charge par Nissan Renault ou à un moment où vous avez décidé de prendre un avocat Quand j'ai été arrêté, moi, j'ai demandé appeler Nissan pour qu'il me fournisse un avocat. Mais quand l'ambassadeur m'a dit Nissan est dans le coup, évidemment, je n'ai pas pris cet avocat. L'ambassadeur vous a dit texto, Nissan est dans le coup? Bah oui, parce qu'il avait assisté à la conférence de presse de Saikawa. Il m'a dit, ils sont à charge. Je rentrais au centre de détention à 9h et Saikawa faisait sa déclaration à 9h. Tout est cuit. Enfin, je dirais, ce truc-là, c'est... Non, mais là... Tout est monté dès le départ. Mais vous avez eu peur quand même à ce moment-là, parce que... Écoutez, vous êtes dans un centre de détention. Une machine infernale comme celle-là. Vous avez une machine infernale qui se déclenche, vous avez la boîte sur laquelle vous comptez. Vous étiez venu, moi, j'étais pas venu pour faire du tourisme au Japon. Ouais. J'étais venu pour assister, être au conseil d'administration de Nissan, être au conseil d'administration de Mitsubishi. Et tout d'un coup, vous avez un truc comme ça qui vous déboule. Évidemment, vous comprenez rien. C'est pas que vous avez peur. Mais vous ne comprenez pas. Vous dites, attendez, là vous êtes dans un état totalement second. Et on arrive à cette première nuit en prison, c'est quoi? Dans une petite cellule de quelques mètres carrés Oui, les cellules de détention sont assez petites. Il faisait froid, je me rappelle, c'était le 19 novembre. Il faisait froid, on vous dépouille de tout. Hein. Vous n'avez plus de montre,
vous n'avez plus de lunettes de lecture, vous n'avez plus rien. Vous êtes tout seul, on vous donne des habits de détenus, et c'est fini, vous êtes un prisonnier. On vous a donné les règles de discipline dans la prison. Mais personne ne parlait autre chose que japonais. Hein. Ah oui, il n'y avait pas de traducteur, il n'y avait rien. Personne ne parlait anglais, encore moins français. Le centre de détention de Kosugi, il y a des milliers de gens détenus, donc pas mal d'étrangers. Je pense qu'il y a un traducteur. Alors le gars, si vous l'avez 15 minutes par semaine, vous êtes privilégié. Hein. On ne vous demandait pas votre avis, hein. On vous disait faites ceci, faites cela, machin, etc. Enfin, moi je ne savais même pas comment j'allais me procurer des choses élémentaires, je ne savais pas comment communiquer avec mes avocats, je ne savais rien du tout. Hein. Je ne savais rien du tout. Non, le système n'est absolument pas fait pour les étrangers. Il n'est pas ménagé pour les étrangers. Et ça arrive à n'importe qui, c'est un choc. Mais quelqu'un comme vous, qui est célèbre dans le monde entier, qui a passé cette vie entre les capitales, les conseils d'administration, les visites d'usines, les rencontres avec les grands de ce monde, tout d'un coup, vous vous retrouvez à poil. Moi, je considérais que c'est comme si j'étais mort le 19 novembre. Vous avez ce sentiment à l'intérieur de vous. Quand vous décédez, vous êtes à poil. Hein. Vous aurez pu être le roi du monde. Si vous décédez, c'est plus rien, c'est fini. C'est à peu près la même chose. Hein. Donc il vous dit, finalement, je suis mort. D'autant plus que, bon, ils sont en train de vous dire, vous en avez pour longtemps. Hein. Qu'à la limite, la charge n'était pas importante. La charge était un truc secondaire. C'est que, moi, je sentais bien, dès le départ, qu'ils voulaient à tout prix m'écarter complètement. Et à quel moment on vous a proposé de signer des aveux? Ah, mais tout le temps. Quand j'ai commencé les interrogatoires avec le procureur, il disait très simplement, ça peut continuer très longtemps, nous avons tout notre temps. Alors évidemment, le procureur arrive, il a fait du sport, il a bien mangé, et il a embrassé sa femme, il arrive, il est frais et pimpant. Vous sortez du centre de détention, vous êtes complètement à plat, vous êtes démoralisé, et là vous êtes parti pour plusieurs heures. Jusqu'à 8 heures par jour, il y a des jours où j'ai passé 8 heures avec eux. 8 heures d'interrogatoire. Oui, 8 heures d'interrogatoire. Alors, avec la possibilité de manger, de boire, de sortir. Non, vous êtes avec lui, vous ne mangez rien du tout, hein, ni vous mangez, ni rien, etc. Vous êtes devant le procureur, vous avez la caméra, vous avez son adjoint qui prend des notes et vous avez un traducteur. C'est tout ce que vous avez. Donc il vous interroge, je lui dis, monsieur, vous niez tout. Je dis, bien sûr, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous avoue des choses que je n'ai pas faites? Mais il m'a dit, vous comprenez bien, c'est à force de nier comme ça, c'est un peu embêtant parce que ça va nous obliger à aller faire des enquêtes sur d'autres choses. Et si on fouille, comme on n'est pas des idiots, on va trouver. Alors comme ça ne marchait pas. Ils ont dit, oui, mais vous comprenez bien, votre famille, elle est impliquée là-dedans. Je dis, attends, mais je ne vois pas comment sur des choses comme ça, enfin, il peut être impliqué. Mais si, il y a toujours un lien familial. Votre épouse, vos enfants, etc. Donc, vous voyez, c'était la menace continuelle de avouer... Et ça y est, en gentleman, on arrête tout ça, hein, ou bien on va continuer à chercher, et là, vous allez le regretter. Et à aucun moment, vous avez songé justement à vous dire, bon, après tout, je peux peut-être avouer un certain nombre de choses, que je sois coupable ou pas, pour ma liberté. Le premier avocat que j'ai viré m'avait dit, écoutez, M. Ghosn, vous savez, finalement, je me demande s'il ne faudrait pas mieux que vous avouez, que vous confessez, et puis après, quand on ira au tribunal, on dira que vous avez confessé pour sortir, mais que ce n'est pas vrai. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça, parce que mon problème n'est pas que le Japon. Je dois défendre mon nom et tout ce que j'ai fait, mais sur un plan mondial, pas que sur le Japon. Donc j'ai refusé, alors que ça m'était conseillé par le premier groupe d'avocats. La vie quotidienne dans cette prison, c'était quoi? Vous croisiez les autres détenus? Pas du tout, vous êtes isolé. Pas de relations humaines, en fait. Aucune, zéro. Vous êtes isolé. Et ça pendant 130 jours? J'ai passé 130 jours, isolé. Vous êtes dans votre cellule. Vous avez droit à sortir de la cellule 30 minutes par jour pour faire des exercices. Alors vous montez au toit de la prison, qui est toute barbelée partout. D'ailleurs, ils étaient très très fiers parce qu'ils m'avaient dit que sur les 5 dernières années, il n'y avait pas eu une fuite. Vous aviez songé à l'évasion? Non, mais ils m'avaient rassuré en disant, vous en faites pas, c'est un lieu très sûr, puisque sur les 5 dernières années, il n'y a pas eu une fuite. Et d'ailleurs, les Japonais, de manière générale, sont très très fiers de pouvoir dire que quand on tient quelqu'un, il n'échappe pas. Ce qui explique d'ailleurs la furie quand j'ai quitté le Japon, qu'ils ont appris par la télévision libanaise que j'étais à Beyrouth. Au départ, ils ont nié. Ils ont dit non, pas du tout, il est là, il n'y a rien à craindre.
C'est quand j'ai sorti mon communiqué, quand j'ai sorti mon communiqué que j'étais à Beyrouth, que là, ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Mais vous avez travaillé avec le Japon pendant au moins une quinzaine d'années. 17. Vous connaissiez ce pays? Oui, mais vous savez, si vous n'êtes pas japonais, il y a des dimensions du Japon que vous ne comprendrez jamais. Mais là, vous les avez saisies à votre dépens. Oui, enfin à mes dépens ou aux dépens de pas mal de gens, parce que moi je me suis aperçu, après avoir été arrêté, qu'il y a beaucoup d'étrangers qui avaient été dans le même cas que moi. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'au moins que le cas et le calvaire que j'ai suivi puissent servir à tous les étrangers qui sont au Japon en disant, écoutez les gars, vous avez intérêt à vous barrer, hein, parce que si un jour, n'importe quoi vous arrive, vous, votre femme, vos enfants, vous allez passer des mois en prison et bon, personne ne pourra vous sortir. Je peux vous dire, des mois de prison dans le centre de Kosuge, ça vous change une vie. Hein. Et si Carlos Ghosn a tenu le coup, c'est surtout grâce au soutien sans faille de son épouse, Carole. Séparée de son mari pendant 9 mois, elle a également été prise dans l'engrenage du système judiciaire japonais qu'elle accuse aujourd'hui d'inhumanité. J'étais choquée au début que ça se passe au Japon comme ça. Je ne savais pas que le Japon avait un système tellement cruel et il casse tous les droits de l'homme. Donc c'était très très difficile pour nous. En plus, on n'avait aucun contact avec lui pour presque 3 mois. C'était très dur pour nous. Mais vous avez été lui rendre visite en prison? J'ai été le rendre visite finalement fin février. Ils nous ont donné la permission. C'est-à-dire 3 mois après son interpellation. Et donc la visite de la prison, on rentre dans une pièce, on attend avec tout le monde. Il y avait plein de gens du Yakuza, c'est le mafia japonais, et on les reconnaît parce que c'est les seuls qui ont le droit d'avoir des tatous au Japon. C'est interdit, oui, les tatouages. Après, il y avait un long couloir gris et froid. J'étais assise et je me disais, ça c'est pas ma vie. Je suis au Japon, j'attends dans une salle, dans une prison avec les Yakuza pour voir mon mari. Et mon mari que je sais qui est innocent et il est tellement puni. C'était peut-être les plus durs moments de ma vie d'être dans cette prison. Et vous parlez de ces conditions de détention? C'est tellement pénible parce qu'il n'avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de chauffage. Et en plus, vous avez su, il n'avait pas le droit de prendre ses médicaments parce que c'était des médicaments français, pas japonais. Ah bon? On lui interdisait de prendre ses médicaments? Absolument. Parce qu'ils étaient français? Oui. Et comment il en est sorti? Vous l'avez retrouvé tel que vous le connaissiez? Cette histoire, ça a changé notre vie, tout en fait. Je pense... C'est-à-dire les relations? Les relations, les amis, qui étaient proches de nous, qui est parti. Et même nous, notre relation est devenue beaucoup plus proche parce qu'on a souffert cette histoire ensemble. Et aujourd'hui, vous aussi, vous êtes poursuivi par la justice japonaise? Oui, je pense il n'y a aucune raison qu'ils fassent ça. Ils voulaient punir Carlos, donc ils ont mis cet arrêt sur moi. Cette épée de Damoclès sur votre tête? Parce que du coup, vous ne pouvez pas quitter le Liban, vous non plus? Non. Vous êtes poursuivi pour faux témoignage, pour un témoignage que vous avez fait devant la justice japonaise il y a des mois déjà. Depuis 9 mois. Et je suis sortie, j'étais avec eux pour 4 heures, ils m'ont interrogée. Et je suis sortie, ils m'ont dit, vous êtes libre à partir, il n'y a rien sur vous. Et maintenant, ils font ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez? C'est juste? Donc, dans les jours à venir, alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, moi, chaque jour, je me levais, même je ne pouvais pas voir Carlos ou parler avec lui pour 9 mois. J'avais la crainte qu'ils vont venir taper à sa porte et le prendre de nouveau et le mettre en prison. Je craignais ça, donc je suis ravie. Maintenant, au moins, on est ensemble et il n'y a pas ce risque. Comment vous avez appris qu'il avait débarqué, qu'il s'était enfui et qu'il était ici? En fait, c'est un ami à moi qui m'a appelé. Il m'a dit, j'ai une très bonne surprise pour toi. Lève-toi et va chez tes parents, tu vas être très contente. J'ai été et je l'ai vu chez mes parents. Et je l'ai serré peut-être pour 5 minutes, on ne pouvait pas parler. On se serrait et après il m'a dit qu'il m'aime et je lui ai dit que je l'aime. Et c'était la plus belle
L'année finalement était horrible, mais elle a fini sur une bonne note. Carlos Ghosn n'est pas encore tiré d'affaire. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et devra s'expliquer un jour devant un tribunal. Là, vous avez vécu quelques jours de tourbillon médiatique, cette aventure invraisemblable, votre fuite du Japon, etc. Est-ce que vous ne craignez pas les jours qui viennent, tout ça va retomber? Vous ne craignez pas de retomber dans une effrayante solitude? Pas du tout, je ne cherche que ça, je veux dire. Vous êtes comme un lion en cage ici, au Liban? Non. Alors, il y a 14 mois, j'étais un lion en cage, oui. 14 mois, j'étais libéré sous caution. J'étais dans une prison plus confortable. Voilà, disons. Au Japon, je ne suis pas sorti de prison. Je suis passé d'une prison inconfortable à une prison confortable, puisque j'étais dans ma maison, mais j'avais des caméras partout, j'avais des gens qui me suivaient, je ne devais pas utiliser le téléphone, je ne devais pas utiliser l'Internet. Ici, je retrouve une liberté. Je vais certainement apprécier les semaines et les mois qui viennent pour me refaire à une santé, pour me retaper, parce que vous pouvez imaginer que c'est quand même une épreuve qui a quand même laissé des traces. En tant qu'homme, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? C'est vrai que tout d'un coup, la vie s'est arrêtée pour vous, alors que vous étiez dans un tourbillon. J'estime que le 19 novembre 2018, j'ai eu un truc qui m'est tombé, que je ne soupçonnais absolument pas, qui m'a sollicité sous tous les angles. Je pense que les gens qui m'ont mis dans cette situation pensaient que je craquerais au bout de 2 semaines. Ça n'est pas arrivé, c'était une grande surprise. Deuxièmement, ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à gérer Nissan sans moi, sans problème. Ils se sont trompés. Tout ça laissant à penser que c'est un drame pour moi, c'est un drame pour les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, auxquelles j'ai beaucoup donné. Donc, c'était un moment difficile. C'était un moment difficile sous tous les angles. Ceci étant dit, j'ai tourné la page au bout de 14 mois. Maintenant, je veux profiter déjà de mon épouse, puisqu'on m'en a séparé pendant 9 mois en me racontant des salades sur le fait que je ne pouvais pas la voir parce que, soi-disant, je pouvais influencer des témoins, faire X, Y ou Z que j'aurais pu faire avec n'importe quel individu d'ailleurs. Le juge, quand je lui disais que je voulais voir, il m'a dit « Pourquoi vous voulez voir votre femme ?» Je lui ai dit « Comment voulez-vous que je vous explique pourquoi je voulais voir ma femme ?» Ben oui, il voulait que je lui explique pourquoi je voulais voir ma femme. Quand il m'a dit « Bon, je vous autorise à 1 heure de vidéoconférence avec votre épouse », il m'a dit « Il faut que vous me disiez quels étaient les sujets que vous voulez aborder. » Enfin, il vous traite comme... vous n'êtes plus un être humain, quoi. Et puis surtout, la façon dont ça se fait, si vous voulez, c'est toujours de manière très cynique, parce que, par exemple, j'ai fait 7 demandes pour lever l'interdiction de voir mon épouse. 7 fois. Le même juge. Le même juge. Je me rappelle que la 5e ou la 6e fois, alors que le dossier est connu, les raisons pour lesquelles, machin, etc., donc c'est pas nouveau, il a mis 5 jours à répondre. Il doit connaître le dossier par cœur, c'est oui ou non. Ça ne doit pas prendre 5 jours. Même si le gars est très lent à la réflexion, quand il met 5 jours à répondre, vous vous dites finalement, il n'est pas le seul à prendre la décision. Et les réactions des dirigeants français, notamment des dirigeants politiques, assez curieusement ces derniers jours, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'est contenté de dire que vous étiez un justiciable comme un autre, et c'est Mélenchon qui a été le plus vivace à vous défendre en disant que la manière dont vous y avez été traité était scandaleuse. Oui, non mais attendez, je pense qu'ils ne me défendent pas. Ils défendent des principes. Moi, il n'y a personne qui m'a défendu. Vous avez des hommes politiques qui ont affiché des principes clairs, qui ont dit présomption d'innocence, droit de l'homme, on y croit. C'est un citoyen français et il n'y a aucune raison de faire des concessions là-dessus. Dont effectivement, M. Mélenchon, de manière très claire, l'a dit avec beaucoup d'éloquence et avec beaucoup de conviction. On ne peut pas le soupçonner de sa part, en tout cas. Non, je ne pense pas qu'on pouvait le soupçonner de sympathie vis-à-vis de moi. En tant que patron de Renault, je ne dirais pas, moi personnellement, je ne le connaissais pas. Et puis vous avez la catégorie que j'appelle, enfin si vous me permettez, des Ramina Grobis, qui parlent de présomption d'innocence, mais qui font un clin d'œil au public en disant « il est coupable ». Moi, dans tous les cas, je ne demande pas à être traité mieux que n'importe qui, mais je ne demande pas à être traité moins bien que n'importe quel citoyen. Je suis un citoyen français. Mais vous étiez un homme adulé, vous aviez autour de vous des gens qui travaillaient avec vous, qui vous aimaient, qui vous respectaient, etc. Qu'est-ce que vous avez découvert sur la réalité du pouvoir et de la nature humaine? La nature humaine étant ce qu'elle est, je sais que quand vous avez des difficultés, il y a beaucoup de gens qui vont se tailler. Quel que soit votre niveau de pouvoir. Oui, mais enfin, plus c'est élevé, plus vous avez d'amis, donc plus vous avez de faux amis. Donc, moi je me suis défendu parce que je suis innocent de toutes les accusations. C'est ce qui me révolte en plus.
au moins maintenant j'ai la chance de savoir sur qui je peux compter. Et vous avez eu de bonnes surprises malgré tout? Oh oui. J'ai vu beaucoup de courage de personnes surprenantes. Je dois vous dire qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup surpris. Moi, il y a des gens qui m'ont beaucoup surpris. Thierry Breton. Thierry Breton était ministre des Finances. Quand il était ministre des Finances, je n'avais pas une relation, comme avec tous les ministres, je n'avais pas des relations très, très sereines. Quand il était à Bercy. Non, mais attendez, il n'y a pas eu d'exception, puisque de manière générale, moi je considère que l'intrusion de l'État dans une entreprise n'est pas une bonne chose. Je ne l'ai jamais caché. D'ailleurs, on voit les résultats. Mais je reviens là-dessus, il était ministre et on s'est frotté de temps en temps. Après, il est devenu entrepreneur, il est devenu un fournisseur de Renault, etc. Je ne l'ai pas rencontré. Et j'étais vraiment très surpris de voir que, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de fougue, il a dit des choses à propos de moi qui m'ont ému. Et surtout, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les gens qui ont été les plus loyaux et les plus fidèles, ce n'étaient jamais des gens haut placés. Ce sont des gens qui avaient des postes assez modestes dans l'organisation et qui m'ont donné une leçon de courage et d'honnêteté. J'étais époustouflé. Hein. Et sur vous-même, qu'est-ce que vous avez appris? Que j'étais beaucoup plus résilient que je ne le pensais. Hein. Ouais, je ne pensais pas que je tiendrais autant que j'ai tenu. Hein. Mais là aussi, j'ai été aidé. Hein. J'ai été aidé par ma femme, Carole. J'ai été aidé par mes enfants. Ils ont tous été remarquables dans cette épreuve. Et ils m'ont beaucoup aidé à jamais flancher, quoi. Jamais, jamais, jamais. Et je savais que si je ne le faisais pas pour moi, je le faisais surtout pour eux. Dans quel état d'esprit vous étiez lorsque vous avez entrepris cette évasion, cette fugue? Décidé. J'étais décidé. Puisque pour moi, rester au Japon, c'était une mort lente. Toutes les indications allaient dans le sens de « j'y suis pour très longtemps ». Innocent, ça n'avait aucune espèce d'importance. Je pense que je n'avais rien à perdre. Vous savez, j'ai 65 ans, je n'ai pas 20 ans. Donc pour moi, les années comptent. Quand vous avez 65 ans, vous imaginez que vous en avez pour 5 à 10 ans au Japon, c'est très lourd. Surtout quand vous savez que vous êtes innocent. Vous lisez 007, SAS, Bob Moran. En exergue de Bob Moran, il y avait le timide a peur avant le danger, le lâche a peur pendant le danger et l'homme courageux a peur après le danger. Ouais. Vous étiez dans quelle catégorie lorsque vous êtes enfui moi, je dois être dans aucune des trois, alors. Ça, vous n'avez pas eu peur? Non, peut-être parce que j'étais tellement désespéré que le sentiment de peur était probablement enfoui en dessous du sentiment de désespoir. Ah, vous voyez, vous mettez un mot, c'est la première fois que je vous arrache ce mot de désespoir. Vous étiez quand même désespéré. Ben, attendez, vous êtes pas dans votre pays, pas dans votre communauté, détaché de votre femme, détaché de vos enfants. Vous avez un bombardement médiatique continuel avec des tas de mensonges et des déformations systématiquement. Et au bout d'un moment, vous dites merde, où est-ce que ça va s'arrêter? Comment je vais m'en sortir? Et une semaine après, vous êtes le phénix. Je revis. Pour l'heure, Carlos Ghosn est aux mains de la justice libanaise. Beyrouth n'est pas tenu de se conformer aux notices rouges d'Interpol. L'extradition du couple n'est donc pas à l'ordre du jour. Les autorités japonaises, elles, dénoncent fermement les déclarations de l'ex-PDG, l'accusant de véhiculer des messages erronés sur les systèmes judiciaires et carcérales nippons. Cette émission a été préparée avec Joy Azy, réalisation plateau Éric Voringer, rédaction en chef d'Enquête exclusive Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau, production Marie Cerda. Bonne soirée sur M6.